Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Rencontre avec. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Laurent Popard. On se connaît depuis quelques temps déjà. Alors il va nous expliquer un petit peu son rôle. Alors déjà, bienvenue au musée, Laurent. Merci Grégory. Maison que tu connais quand même pas trop mal. Voilà, je suis venu quelques fois regarder les collections, puis regarder des problèmes horlogers avec toi, des histoires horlogères, la documentation. Donc alors Laurent va nous expliquer la tâche quand même énorme qu'il a réalisée. Donc vas-y, on t'écoute. Donc je suis chercheur en fait dans un service qui est le service de l'inventaire et du patrimoine, service de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et ce service, comme son nom l'indique, a pour mission de faire des inventaires de ceux qui constituent le patrimoine. Et à la demande du pays horloger, il a lancé une étude il y a de cela 6 ans maintenant, 7 ans même quasiment, une étude sur le patrimoine industriel du pays horloger, dans le cadre d'une étude beaucoup plus vaste qui portait sur l'ensemble de la région Franche-Comté. Mais là, dans le cadre de cette étude, il a été demandé au service de s'intéresser particulièrement au patrimoine horloger, puisque c'est ce qui fondait le pays horloger et le futur parc naturel régional qui était en gestation. Donc tu as fait d'horlogerie, mais tu as également fait donc, du coup, d'autres domaines quoi, avant. Oui, sur Morteau par exemple, j'ai pu étudier l'usine Claus qui fait des chocolats, donc on est tout à fait dans autre chose. Juste derrière le musée, pas très loin, on a la brasserie, donc que j'ai étudié également. L'étude porte vraiment sur l'ensemble du patrimoine industriel, toutes industries confondues. On vient grosso modo jusqu'aux années 50-60, 1950-1960, mais pour l'horlogerie, on a décidé de venir jusqu'à nos jours pour prendre un maximum de choses. Et de prendre en compte aussi des ateliers qui n'étaient pas forcément des ateliers industriels, mais l'atelier de l'horloger à la fenêtre, à partir du moment où on avait quand même quelque chose à en dire, c'est-à-dire suffisamment d'informations historiques pour dire qu'il y avait eu de l'horlogerie, donner quelques informations sur l'horloger, sur ce qu'il faisait. Oui, parce que tu es un chercheur de profession, quoi, voilà. Donc ce que tu as fait, c'est sérieux, c'est référencé. Non mais voilà, quand on voit les fiches, la description du bâtiment, ça tient la route quoi. Oui, tout à fait. C'est un travail très sérieux, ennuyeux parfois, souvent par trop de sérieux et peut-être par le nombre. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que cette étude qui a porté sur le pays horloger, elle m'a permis quand même de constituer quelque chose comme 800 dossiers. Donc 800 dossiers, oui. Donc, ce qui est très, très conséquent. Dans ces dossiers, on identifie, on localise et on donne un historique des sites qui nous ont retenus, que l'on photographie et que l'on décrit. Et ces dossiers sont accessibles à tous via le portail patrimoine de la région. Donc si vous faites une interrogation sur patrimoine Franche-Comté, vous tomberez sur ce portail-là. Vous avez la possibilité d'interroger sur la commune qui vous intéresse ou le nom d'une personne par exemple. Vous avez accès à la sorte de la documentation. Donc autant la documentation que j'ai pu formaliser, que les photographies qu'ont pu faire les photographes du service, mais également les documents anciens que les collectionneurs m'ont permis de reproduire ou que j'ai reproduit aussi au musée. Et avec tout ceci, j'ai pu rédiger un livre qui s'appelle Autour de la montre en pays horloger, qui fait une synthèse à l'échelle du pays horloger, grosso modo des Gras d'un côté où on fabriquait les outils en passant par Morteau, le Villers-le-Lac, le Russet, Mèche, Charquemont, et en allant jusqu'à Montéchroux à l'autre bout au nord où l'on fabriquait aussi des outils d'horlogerie. Les pinces notamment, bien sûr. Voilà, tout à fait, les pinces. Et donc cette publication se trouve dans le commerce. Et puis il a été possible aussi, sur la base de ce travail, de mettre en place 2 choses. Un cycle de conférences sur l'horlogerie qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant, avec une vingtaine de conférences dans différents lieux du pays horloger, et qui a donné naissance à un recueil édité par l'Association française des amateurs d'horlogerie ancienne, je remercie Lida. Et puis, beaucoup plus récemment, une exposition avec le Musée du Temps, au Musée du Temps à Besançon, dans laquelle j'ai pu présenter l'horlogerie du haut, et mon collègue qui travaillait sur le reste du patrimoine industriel, notamment celui de Besançon, a présenté l'horlogerie byzantine. Et moi, le musée avait prêté des objets pour cette expo-là. Oui, tout à fait. De chez Catin. Voilà, tout un ensemble d'objets et de documentation. Et l'intérêt de l'exposition, c'est que
le musée de la pince à Monteschoux avait présenté des choses aussi. Ouais. L'Aigra, de son côté, n'a pas de musée, mais la commune a racheté un certain nombre de vitrines dans lesquelles il y a des outils. Donc ces objets ont été prêtés et ça a permis de parler à Besançon non seulement de l'horlogerie byzantine, mais de l'horlogerie du Haut-Doubs, Oui. et d'illustrer et de resserrer les liens entre les différents musées. Oui, oui, et puis du coup, ça a permis aussi de connaître les différents musées. Et puis, l'horlogerie, c'est pas que Besançon ou pas que Morteau, tout était lié. Et puis voilà, quand tu réalises des visites, on a fait la ville de Morteau et récemment, ta marche n'a pas compté. Et puis donc, tu travailles sur Villers-le-Lac. Tu vas faire une visite prochainement dans Villers-le-Lac, des ateliers. Oui, donc ça ne sera pas dans le cadre des journées du patrimoine, mais dans le cadre d'un mois du patrimoine que la région a souhaité mettre en place pour justement donner un peu plus de respiration à ces visites. Et donc j'interviendrai à 2 reprises ici. D'une part, le samedi 26 au soir à 18 h, je ferai une conférence au théâtre de Morteau sur l'horlogerie en Franche-Comté pour présenter les 3 autres grands centres horlogers qu'il y avait eu. Après, tu peux en parler aussi un petit peu là, des 3 centres horlogers, rapidement. Histoire... Oui, très rapidement, en fait, l'horlogerie en Franche-Comté, pour tout le monde, c'est la montre. Mais en fait, avant d'être la montre, c'est l'horloge, c'est-à-dire la grosse horloge, l'horloge d'édifice, gros volume, l'horlogerie de gros volume, mais également la pendule comptoise, par exemple. Donc là, on est avec le Haut-Jura autour de Moret-Morbier. Ça, c'est le premier centre. Il y a eu un seul fabricant réellement pertinent dans ce domaine après, c'est la société Prêtre qui était à Rosureux, qui est maintenant à Marmirol, une société qui fonctionne encore, donc qui fait encore l'horlogerie de clocher. Le deuxième centre, historiquement, c'est la région de Montbéliard, qui se met en place à la fin du XVIIIe siècle avec Japy, qui mécanise la fabrication, mais un centre qui va être beaucoup plus conséquent d'ailleurs que Besançon, mais qui va disparaître grosso modo vers la crise de 29, entre les 2 guerres, on va dire. Le troisième centre, ça va être Besançon 1793, mais un petit peu avant, il y a eu tout le Haut-Doubs, puisque se met en place une horlogerie qui va travailler pour sa voisine suisse, et là on est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Sachant que le Haut-Doubs, on peut le mettre en fin aussi, parce que son décollage vraiment industriel, c'est grosso modo la période du début de la Troisième République. C'est-à-dire, on est vers 1875, 1880, 1890. Et moi, j'ai rencontré Madame Preneau-Guinard qui a fait un ouvrage. J'ai fait une vidéo aussi sur son ouvrage. C'est pas un ouvrage d'horlogerie, c'est un ouvrage d'horloger. Elle a référencé tous les fabricants de montres et d'horloges sur le Haut-Doubs forestier. Donc, le Haut-Doubs forestier, c'est Pontarlier, La Plagne, etc. Et c'est des horlogers qui apparaissent très tôt là-bas, mais en fait, qui vont disparaître parce qu'il me racontait qu'avec l'arrivée de l'absinthe, eh bien, en fait, c'est l'absinthe qui va recouvrir tout, et puis l'horlogerie, sur Pontarlier, va disparaître en fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément aussi ces secteurs de Pontarlier qu'on connaît comme horlogerie. Donc, oui, c'est quelque chose qui est assez méconnu, et son travail est assez novateur là-dessus. Il y a un autre pôle horloger qui est relativement méconnu, c'est en Haute-Saône, du côté de Mélisée, Terluet, dans cette zone-là, Servance, où là, il y a eu une activité horlogère qui consistait à fabriquer des clés qui permettaient de remonter les montres. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a laissé quelques traces, mais assez ténues. Donc on parlera de tout ça, je pense, dans la conférence. C'est la deuxième partie de l'opération de ce week-end. Ça sera le dimanche 27 septembre, donc, à 14 h et 16 h, j'assurerai 2 visites de la ville de Villers-le-Lac pour montrer le patrimoine horloger au sein de cette ville. Donc on souhaite que les gens s'inscrivent pour avoir une idée du nombre, parce que bon, avec les mesures sanitaires, on est encore plus contraint que d'habitude. L'inscription se fait à l'Office du tourisme de Morteau. Ok, bah je mettrai, de toute façon, quand je mettrai la vidéo en ligne, je mettrai les infos pratiques. Bon, tu es en train de programmer ta visite, mais tu sais, le point de départ sera où Oui, ça c'est déjà défini. Le point de départ, ce sera le musée de la montre, parce que tout le monde va le trouver. Et donc on va faire une boucle qui va nous amener, jeter un coup d'œil sur quelques fabricants de composants, je pense les établissements Cupillard et les établissements Parnin qui fabriquaient les ébauches, c'est-à-dire le cœur du mouvement, on va dire, ou en tout cas le support du mouvement plutôt que le cœur. On va voir quelques bâtiments d'assembleurs et puis on descendra au musée.
Donc des visites toujours intéressantes, hein. Même j'ai pu assister à celle qu'a fait Laurent sur le Morteau. Après on voit différemment sa ville. Hein. Dès qu'on lève le nez, on se rend compte qu'il y a des fenêtres alignées, tac, pas mal de fenêtres, on dit qu'il y avait de l'horlogerie. On se rend compte que notre territoire était complet en horlogerie, quoi. Tout partout où on en faisait. Quoi. Oui, donc ces activités ont laissé des traces. Alors d'abord dans les fermes, puisque ça a commencé dans les fermes en ce sens qu'il n'y avait pas de ville. Oui, des bourgs, oui. donc ça ne pouvait commencer quasiment que dans les fermes. Ouais. Et on se rend compte qu'il y a une multiplication des fenêtres, notamment des fenêtres jumelées dans ces fermes. Tout simplement parce que quand on travaille sur de l'horlogerie, sur de la montre, on est sur de tout petits composants, donc il faut de la lumière pour voir ce que l'on fait. Et donc ces façons de construire se sont poursuivies dans les villes, quand les villes se sont constituées. Et lorsque les villes se sont reconstruites, et bon, c'est le cas à Villers-le-Lac après l'incendie en 1840, c'est le cas à Morteau après l'incendie en 1865 de la Grande Rue. Ça brûlait régulièrement dans le temps. Tout à fait. Donc c'est le cas pour la rue Foch, 1871-1874. Donc lorsque on reconstruit des bâtiments, eh bien, comme l'industrie a commencé à prendre son essor, ces bâtiments sont dotés de ces fenêtres, voire même on les multiplie et on fait de véritables ateliers. Quand on voit l'usine Catin à Morteau, ça va être une usine où 500 fenêtres. Oui. Il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça. Là, on a changé d'époque, on est en 1961. Ouais, c'est récent. Donc c'est récent, mais il n'y a que ça. Et si on regarde l'usine CVR, Cupillard, Vuezrienne, devenue après Framelec et pour finir la Compagnie Générale Horlogère, donc au Bois-Soleil qui est... Tout près de l'hôpital de Morteau. Tout près de l'hôpital, transformé en logement maintenant. On a un ensemble énorme, très vitré, très ouvert. C'était des gros bâtiments qu'ils fabriquaient à l'époque, hein, quand même. C'était prospère, quoi. Il y avait quand même un marché. Quoi. Là, on était... 1960, c'était l'époque où les espoirs étaient encore permis. Et ils vont être assez rapidement douchés. La période Framelec, on est dans les années 1970, c'est-à-dire c'est une réponse à l'arrivée du quartz, c'est au choc de la mondialisation qui va faire couler la majorité des entreprises. Donc là, il y a un regroupement d'acteurs derrière une locomotive qui est d'abord le groupe Schneider-Lantin, puis après qui est Matra Horlogerie, un regroupement de fabricants du coin, une société énorme qui va se casser la figure parce que Matra Horlogerie va s'en désengager, c'est pas son domaine. Ça va être repris par les Japonais qui eux ont leur propre horlogerie, donc ils vont faire tomber cette usine-là. Et lorsque la Compagnie Générale Horlogère va disparaître en 1996, la France va perdre la moitié de sa capacité de production. Donc c'est énorme, ça fait un gros trou. Bien sûr. C'est vrai que tu parlais des marques japonaises, c'est vrai qu'on connaît tous l'horlogerie française, suisse, mais le Japon n'est pas forcément connu comme pays horloger. Une marque comme vraiment Seiko, qui est une très très belle marque, hein. Ils ont des beaux mouvements, même une série grand Seiko qui a assez haute horlogerie. Donc voilà. Alors je vous conseille, moi, c'est de vous trouver rapidement l'ouvrage de Laurent, parce que c'est vraiment une mine d'informations, on apprend plein de choses. Je vous conseille aussi de vous renseigner pour assister aux conférences et puis aux visites de Villers qui va réaliser donc prochainement. On va s'arrêter là. Je te remercie pour avoir joué le jeu de ces mini-interviews. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie encore de suivre ces vidéos et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.